de l'environnement en contribuant au développement de l'économie verte et des énergies propres. Reportage de notre correspondant en Égypte, Ashraf Massoud. Ces dernières années, la Chine n'a eu de cesse d'aider les pays en voie de développement, dont ceux du continent africain, à exploiter les énergies renouvelables en faveur du développement vert et durable. Les experts africains affirment que la Chine travaille de concert avec le continent noir pour construire conjointement une économie verte et pour poursuivre un développement à faible émission de carbone qui soit à la fois écologique, circulaire et durable. La Chine participe à l'établissement de grands projets dans les pays en voie de développement dont les plus importants sont ceux de la ceinture et la route et de la Grande Muraille verte qui va relier toute l'Afrique et qui vise à créer un mur d'arbres de plus de 7000 km traversant le continent africain d'est en ouest. La Chine a établi des partenariats avec plusieurs pays africains, dont l'Égypte, où elle construit des gratte-ciels dans la nouvelle capitale administrative. De grandes entreprises chinoises spécialisées dans la préservation de l'environnement vont s'y installer en faveur d'une transition du pays vers une économie verte. Les données de l'Agence internationale de l'énergie indiquent que la Chine a entrepris des projets de production d'électricité dans des dizaines de pays africains. Au nord de la ville marocaine de Ouarzazate, une tour de 248 mètres de haut brille au soleil. Il s'agit de la station Nour, la plus haute tour solaire au monde, construite par une entreprise chinoise. C'est également le cas du complexe solaire de Benben, au sud de l'Égypte. Des entreprises chinoises participent à l'établissement de ce complexe qui va permettre de concrétiser l'ambition affichée de l'Égypte, telle consommer 20% d'énergie propre d'ici 2022. La Chine est actuellement l'un des plus grands pays au monde produisant des panneaux solaires photovoltaïques. La Chine établit des usines pour la fabrication de ces panneaux solaires en Égypte et dans les pays arabes, africains et tous les pays en développement. C'est une bonne contribution à la transition vers l'énergie propre et vers un meilleur environnement comme nous le désirons. Le secteur du transport constitue l'un des principaux terrains de coopération sino-africaine, car les pays africains s'engagent de plus en plus à une mobilité verte et durable. Les routes de quelques grandes villes africaines et arabes témoignent du lancement d'une flotte de véhicules et de bus électriques de fabrication chinoise, qui ne polluent pas et n'émettent pas de dioxyde de carbone. Les experts estiment que l'utilisation d'autobus purement électriques dans les grandes villes arabes est une mesure rationnelle pour améliorer l'atmosphère et réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Les pays arabes sont désireux de coopérer avec la Chine dans le domaine de l'énergie propre, en particulier dans les moyens de transport qui fonctionnent en utilisant l'énergie électrique. La Chine a atteint une forte présence sur le marché arabe en raison de la qualité de son industrie et des facilités accordées par les entreprises chinoises aux pays arabes. Cette coopération technologique dans le domaine de l'industrie verte ou de l'énergie propre a pu réaliser un développement économique dans les pays arabes. Cette croissance devrait s'accentuer dans les années à venir et par conséquent, elle profitera aux économies des pays arabes. Les experts africains affirme que la Chine s'efforce de promouvoir la coopération environnementale sino-africaine afin d'aider l'Afrique à améliorer ses capacités à faire face au changement climatique et de bâtir conjointement une Afrique verte. Ashraf Massoud pour CGT1 français, Le Caire, Égypte. Des écoliers de la province du Henan dans le centre de la Chine ont passé un mois à réaliser plus de 1000 sculptures peintes, principalement des figures héroïques de l'histoire, pour célébrer le 100e anniversaire de la fondation du Parti communiste chinois. En voici un aperçu. Dans une cour de récréation dans la ville de Shanqiu, à plus de 200 km à l'est de la capitale provinciale du Henan, Zhengzhou, les enfants et leurs enseignants profitent des travaux manuels ensemble. Toutes ces sculptures en terre peinte sont réalisées à partir d'images trouvées dans des documents et des réalisations vidéo.
Pour célébrer le 100e anniversaire du PCC, nous avons réalisé des sculptures d'après les grands événements et les grandes réalisations du peuple chinois au cours du siècle dernier. Les enfants se sont beaucoup amusés à faire de l'artisanat tout en apprenant beaucoup sur l'histoire du Parti communiste. Pendant ce temps, dans la province du Zhejiang, dans l'est de la Chine, un groupe d'étudiants plus âgés a utilisé le moyen de l'artisanat au crochet pour célébrer l'événement. Cet ouvrage raconte l'histoire du bateau rouge sur lequel s'est tenu le premier congrès du parti il y a 100 ans sur un lac de la province. Que pouvions-nous faire d'autre pour exprimer notre amour pour notre pays? Alors nous avons fait du tricot à la main pour le grand jour. À l'approche de la grande célébration, les gens à travers la Chine, jeunes et moins jeunes, ont trouvé leur propre moyen d'exprimer leur amour pour le parti et leur patrie. Professeure à l'université de Tsinghua, Zhang Yuejiao était la première arbitre chinoise de l'organe d'appel de l'OMC. À l'occasion du centenaire du Parti communiste chinois, elle nous a accordé une interview en français et a évoqué son parcours. Écoutons-la. Comme je suis convaincue que le temps est la vie, il faut toujours bien utiliser le temps. Juste après l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la France en 1964, j'étais très heureuse d'être sélectionnée et envoyée en France parmi les jeunes chinois. Je compte minute sur minute de bien appris et rentrer le plus tôt possible et rendre mes services à mon pays. J'ai suivi la législation économique extérieure depuis le début des entreprises mixtes, du commerce international et aussi les principes du code civil et la loi sur la compagnie, la loi de contrat. Je suis très contente d'être sélectionnée comme la première directrice du Conseil des directeurs de la Banque de l'Afrique de l'Ouest de développement. À cette époque-là, j'étais le premier représentant de la Chine. L'amitié et l'esprit de coopération entre la Chine et l'Afrique est très impressionnante. Surtout quand j'ai visité la ville, par exemple à Mali, à Togo, à Sénégal, et toujours les gens locaux qui me disent « Regardez cette autoroute, c'est construit par les Chinois ». Et quand j'ai visité le palais de sport, les gens sont très fiers. C'est un cadeau donné par le gouvernement chinois. Je suis vraiment très touchée et très contente. Et surtout l'amitié des peuples africains ordinaires. Ils sont tellement ouverts, directs, sincères. Ils veulent vous aider toujours. OMC est tellement important pour le commerce international multilatéral, surtout les 60 accords dans le domaine du commerce international, du commerce agriculture, de la technologie. C'est une contribution de la loi internationale. J'ai l'inquiétude personnelle qu'il y a peu de gens qui jouent un rôle sur l'influence politique au sein de l'OMC, au sein de la négociation. Ce n'est pas correct. Pour l'organe d'appel, c'est important. C'est une décision multilatérale par tous les membres. Ça devient leur obligation internationale. Vous ne devez pas empêcher la sélection des membres de l'organe d'appel. You will have heard that members could not achieve consensus on a draft decision to reform the appellate body. As of tomorrow, the appellate body
will no longer be able to review new dispute rulings. Le dernier jour, je ne pouvais pas dormir et pendant la nuit, j'ai écrit une lettre à tous mes collègues qui travaillaient au sein de l'organe d'appel. J'ai indiqué que c'est une journée triste pour tout le monde, pour OMC, pour le système international et pour les membres de l'organe d'appel. J'ai appelé, j'ai demandé, les collègues doivent travailler davantage, continuer notre courage. Il faut faire restituer le plus vite possible. Maintenant, j'enseigne comme professeur de droit à l'université de Tsinghua. Je dois contribuer ce que j'ai acquis et j'ai appris au cours de ma vie, encourager la jeune génération de travailler davantage et de prendre la relève, c'est important. Un groupe d'éminents scientifiques chinois a rejoint des étudiants à Hong Kong pour partager leur expérience dans l'exploration spatiale. Parmi ces scientifiques, Long Rao, concepteur en chef des fusées chinoises de lancement Longue Marche. Tous ont expliqué comment les fusées étaient capables d'envoyer des hommes dans l'espace et ce que les explorations spatiales peuvent apporter à notre vie quotidienne. Pour les étudiants, cette conférence a contribué à susciter leur intérêt pour la recherche spatiale. J'ai découvert leur état d'esprit et comment ils ont sacré leur vie à la recherche scientifique pour le pays. J'espère que quand je serai grande, je pourrai contribuer au développement du pays comme ils l'ont fait. Ça m'a apporté une forte motivation pour étudier davantage. En effet, que ce soit en sciences ou en technologie, notre pays s'est développé très rapidement. C'était révélateur de prendre connaissance de cette richesse nationale. Et on fait maintenant un saut dans l'espace avec la mission habitée chinoise Shenzhou 12. Cela fait une semaine que les 3 taïkonautes ont décollé et sont entrés dans le module central Tianhe de la station spatiale chinoise. Ils sont à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, mais les caméras à l'intérieur de la station nous donnent un aperçu d'une journée de leur vie, les rapprochant de nous. Les détails dans notre reportage. Il est 5h40 du matin. Tang Hongbo sort de son aire de sommeil. Après s'être rafraîchi, il enfile sa combinaison spatiale et flotte au travail. Une toute nouvelle journée dans le module central de Tianhe de la station spatiale commence. Vers 7h, après avoir déballé les colis et configuré la connexion Wi-Fi, Tang et ses collègues Nie Haisheng et Liu Boming prennent leur petit déjeuner. La nourriture à bord est spécialement préparée. Non seulement elle est pratique à manger, mais savoureuse et nutritive. Il y a les plats favoris des taïkonautes, du porc à saveur de poisson et du poulet kong pao et une variété de fruits, du thé et de la soupe. Après le petit déjeuner, Tang allume son ordinateur portable, sort son téléphone intelligent et avec le Wi-Fi déjà activé, passe quelques appels vers la Terre. Nous sommes en bonne condition physique et nos travaux avancent bien. J'en suis à ma 3e mission et les conditions de vie dans la station spatiale sont meilleures maintenant. Nous, les taïkonautes, avons maintenant une résidence à long terme en orbite. Les taïkonautes travaillent et se reposent selon le même horaire qu'ils avaient sur la Terre. Alors vers midi, c'est l'heure du déjeuner et de la sieste. À 4h30, avec la coordination de Liu, Nie entre dans le vaisseau spatial cargo Tianzhou 2 et leur mission principale de l'après-midi commence, le déballage des fournitures de la soute. Vers 22h, le travail est terminé. Les taïkonautes retournent à l'aire de repos pour conclure officiellement leur journée. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur notre antenne.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission dans laquelle j'accueille aujourd'hui Pascal Moreau-Lucher, délégué au mécénat et aux relations internationales de la ville de Puteaux. Bonjour Pascal Moreau-Lucher et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à cette émission. Alors cette semaine, la Nanjing Tech Week prend ses quartiers à Puteaux. Avant de parler de cet événement, pourriez-vous revenir sur cette ville de l'Ouest parisien que l'on connaît surtout pour son quartier d'affaires de la Défense? Puteaux a une particularité d'être extrêmement intéressante parce que c'est une ville qui à la fois a une longue histoire. Elle a été créée probablement au XIIe siècle, avec donc un certain nombre de monuments qui restent, dont sa fameuse église du XVIe siècle. Donc une ville au départ, une ville plutôt ouvrière, d'équipementiers, à la fois automobile, aéronautique, nous en parlerons après, et qui a eu une deuxième particularité, c'est d'avoir les 2/3 du quartier de la Défense, premier quartier d'affaires européen sur son territoire. Donc à la fois une histoire, une antériorité, un présent extrêmement présent, c'est le cas de le dire, et un avenir des plus prometteurs. Et c'est une ville dans laquelle il fait bon vivre. C'est une ville dans laquelle il fait bon vivre parce que c'est une ville, et ceci complètement à l'initiative de Madame le maire, Joëlle Secaldi-Reynaud, de tenir compte autant de sa ville que des habitants qui l'habitent. Elle ne différencie pas la ville, l'habitat de l'habitant. Le but étant évidemment que les putéoliens, puisque c'est comme ça que nous appelons les habitants, voilà, les putéoliens et les putéoliennes, vivent dans une harmonie, mais pas coupée du monde. On en reparlera avec tout ce qui est fait à son initiative. Une ville qui est à la fois orientée vers elle et ouverte sur le reste du monde. Parce qu'une ville qui serait complètement refermée, ça n'a pas un grand intérêt. Et une ville qui s'enrichit au contact à la fois des autres cultures, des autres pays et du modernisme, et qui en fait profiter ses habitants, c'est ce qui fait aujourd'hui